RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. D'abord, cette alerte des aiguilleurs du ciel. Les contrôleurs aériens qui font part de leurs difficultés n'écartent pas une grève. Ils interpellent les responsables de l'ASECNA. Pour une paix définitive dans le sud du pays, le plan Diomaye pour la Casamance. Les acteurs du processus de paix attendent de connaître le contenu et les orientations du plan Diomaye. Mais tous s'accordent à dire que la paix et le développement économique vont de pair. L'hydraulique rurale, ça a toujours fait l'objet de contestations et de colère des populations. Mauvaise qualité de l'eau, cherté des factures, tout y passe. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye, en charge du secteur rassuré, annonce des pistes de solutions. Concertation sur l'enseignement supérieur, le vœu du chef de l'État, la parole aux acteurs, du public au privé. Chacun pose déjà ses préoccupations sur la table. Le grand journal, les actualités internationales, entre autres sujets, cette attaque à la voiture bélier aux États-Unis. Le FBI cible une piste terroriste. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour, Georges Déthié Diop à la une. Le meurtre d'une fillette de 12 ans à Malika, la nuit de la Saint-Sylvestre. Point de vue, série de viols au Sénégal ces derniers mois. Quelle est l'efficacité de la criminalisation du viol et de la pédophilie? Comment vaincre le mal? Tentative de réponse avec nos deux intervenants. Rendez-vous tout à l'heure en fin de journal. Bienvenue à la technique de ce journal, Aliou Ba. D'abord, cette information suite au décès par noyade de notre compatriote Mahmoud Bahoum. La communauté sénégalaise de Séville, c'est en Espagne, organise donc une forte mobilisation, un sit-in cet après-midi à 17h à la place de l'Incarnation Souleymane Alioune Diallo. Le président de l'ONG Otra Africa, présent à la réunion préparatoire, a présenté les condoléances de la diaspora à la famille éplorée. Il a appelé au calme et à la retenue. La date et l'heure du rapatriement donc du corps vous sera communiquée ultérieurement. Cette sensibilisation justement contre l'émigration irrégulière, tout Foundiougne debout. Plusieurs dizaines de jeunes du département ont péri en mer en voulant rejoindre l'Europe. Des élus locaux proposent un plan de relance du tourisme dans la zone pour retenir les jeunes. Et c'est parce qu'à Foundiougne, le tourisme est mort. Aminata Goudiaby. De nombreux événements sont organisés à Foundiougne pour marquer la fin de l'année 2024. Mais on n'oublie pas les jeunes du département qui ont péri il y a quelques semaines en mer en tentant de rallier l'Europe. Le maire de la ville de Foundiougne a rencontré les ASC pour les sensibiliser contre la migration irrégulière. Tchémoukou Ndiaye. L'équipe municipale, en compagnie avec la zone, a eu, et on n'a pas manqué vraiment de les conscientiser sur l'immigration clandestine. C'est vraiment un fléau qui fait très mal. Ici, au niveau de Foundiougne, on a connu pas mal de décès. Dans la commune de Passy, à l'occasion des journées culturelles, un panel a été consacré à l'immigration clandestine. Le mouvement André Galgui a été invité pour animer le thème. Khalil Ba est le chargé de la communication du dit mouvement. Une situation qui a tant gangréné la société et on s'est réunis aussi discuter afin de vouloir aussi combattre ce fléau. Le défi c'est quoi? De valoriser encore l'entrepreneuriat, l'agriculture. C'est ça qui développe un pays. Le tourisme est un débouché dans le département, mais le secteur se mord dans la commune de Foundiougne précisément. Il faut donc le relancer pour mettre fin à la migration clandestine qui décime les jeunes. Tchémoukou Ndiaye est maire de la commune de Foundiougne. Le point fort de Foundiougne a toujours été son tourisme. Et malheureusement, depuis plus d'une décennie même, on doit dire qu'on a connu un déclin du tourisme à Foundiougne. Foundiougne présente des atouts que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la région. Aussi bien son plan d'eau, que sa mangrove, que ses ressources halieutiques. Mais il nous manque peut-être cette promotion et ce travail qui fera que Foundiougne sera beaucoup plus visible. Les autorités locales se réjouissent du démarrage prochain des activités du port de Foundiougne. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'a annoncé lors de sa déclaration de politique générale. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, après la mer, les airs, les contrôleurs aériens qui alertent sur leurs difficiles conditions de travail, ils sont confrontés à un problème d'équipement et d'effectifs. Ces travailleurs interpellent les responsables de l'ASECNA et du ministère en charge des transports aériens. Un mouvement de grève n'est pas exclu dans leur plan d'action. Sidi Mohamed Ndoye, le président de l'association professionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne au Sénégal. Il y a un contrat qui nous lie, dans lequel il spécifie toutes les informations nous permettant, nous, contrôleurs aériens, de le gérer en toute sécurité et aussi en cas d'incident ou d'accident, de pouvoir avoir les éléments nécessaires pour pouvoir déclencher les phases qu'il faut pour subvenir à ses besoins à ce moment-là. Alors, ce contrat-là, il est consigné dans ce qu'on appelle un plan de vol qu'il dépose, lui, au décollage. Le plan de vol qu'il dépose au décollage doit être reçu par toutes les entités de contrôle aérien
qu'il doit traverser. Le souci, c'est quoi actuellement? C'est que nous n'arrivons pas à recevoir ces informations. La SECNA a un problème au niveau de ses équipements qui permettent de recevoir ces informations-là. Si actuellement on ne reçoit pas ces informations-là, on ne travaille pas sur une base légale. Parce que là, l'avion va venir, on ne saura pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a comme moyen pour pouvoir évoluer dans notre espace. Et ça, c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Ça vient rejoindre un problème d'effectif. On a un plan d'action qu'on est en train de dérouler. La première de ces actions, c'est de restreindre la gestion du trafic aérien à un niveau raisonnablement acceptable. Ça, c'est vraiment de manière responsable qu'on le fait, parce qu'on ne peut pas remettre en cause la souveraineté de l'État en matière de trafic aérien, de transport aérien. Il faut que les gens se déplacent. C'est un domaine régalien, donc on ne peut pas arrêter comme on veut. Par contre, si les autorités en charge de la gestion de cet espace, particulièrement la SECNA, à qui a été confié cet espace, ne déclenchent pas le plan de contingence pour pouvoir permettre aux contrôleurs aériens de gérer cet espace dans des conditions beaucoup plus acceptables, nous allons nous-mêmes prendre nos responsabilités et faire une restriction par rapport à cette gestion de l'espace. Et si, malgré tout cela, les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, on n'exclut pas d'aller carrément à un mouvement de grève. La Fédération des syndicats de la santé qui observe une grève de 48 heures aujourd'hui et demain. La F2S exige du gouvernement la régularisation, mais aussi l'alignement et la généralisation des accords signés. Selon leur porte-parole, la rétention des données est toujours de mise. Cher Sec avec Salimata Aou. Grande note de satisfaction, parce qu'ici au niveau de l'hôpital général Idrissa Pouye, déjà on a essayé de faire le tour pour voir la situation. En ce qui concerne même les programmes opératoires qui devraient concerner plusieurs spécialités, en dehors des urgences, je pense que tous les programmes en tout cas ont été différés. C'est la situation qu'on a constatée dans les services d'aide au diagnostic et ici au niveau du service de la médecine physique. Cette même situation aussi est constatée dans les régions. Dans les régions où le mot d'ordre a été largement suivi. Et nous rappelons à l'autorité, contrairement à ce qu'on veut faire croire à l'opinion, que l'État, on doit attendre jusqu'à l'année prochaine pour régler ce problème. Nous pensons qu'on n'a pas besoin d'attendre l'année prochaine. Même si la loi des finances de 2005 est votée, où nous avons constaté réellement beaucoup de ponctions concernant surtout les dépenses du personnel. Mais nous disons que dans les lignes qui alimentent, parce que pour le problème de la généralisation de l'indemnité de logement, le problème ne se pose pas, parce qu'il ne reste qu'une seule petite portion pour régler la situation. C'est valable aussi pour le recrutement, parce que c'est l'État lui-même qui a déclaré qu'on a 18 000 agents en termes de déficit. Ne serait-ce que dans le cadre de la régularisation, parce que si on le reconduit, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont en train de renouveler les contrats. Mais nous voulons que ces contrats-là puissent s'arrêter et permettre aux structures d'être dans la dignité et de ne plus continuer à faire, le terme n'est pas trop fort, de l'esclavagisme auprès des travailleurs. C'est pour cette raison que nous allons évaluer et nous allons continuer. Il y a une marche qui est prévue le 21, il y a une assemblée générale le 9 et s'il le faut, la rétention d'informations continue aussi. S'il faut continuer aussi la grève, nous ne manquerons pas de le faire. Cher Sek, le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé, le 10 syndicat qui, je le rappelle, observe une grève de 48 heures aujourd'hui et demain, midi 9 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Direction la zone des Niayes, là-bas l'exploitation du zircon continue de susciter la colère des populations de Lompoul-sur-Mer. Nous sommes dans la commune de Kabgueye. Elles étaient dans la rue pour dénoncer le blocage de la route principale qui relie plusieurs villages par la GCO. Ces populations très en colère interpellent les tenants du pouvoir. Nafissatou Ndiaye. Ces populations sont dans tous leurs états, car les agents de la GCO avaient barricadé leur voie principale de sortie qui relie ces villages. Le tourisme ne peut pas se développer sans l'économie et nos différents fournisseurs sont originaires d'ici. Donc, si on nous demande de dévier, nous n'allons plus collaborer avec ces gens-là. Pour exprimer leur mécontentement, les travailleurs du dernier campement du désert de Lompoul et les habitants ont incendié des tas de bois. Face à cette escalade, le sous-préfet de Nandefal, accompagné d'agents de la GCO, s'est rendu sur les lieux afin de discuter avec les populations de la nouvelle voie de déviation proposée par la société. Moi c'est Amadou, le gérant de l'écologie. Vous n'êtes tourisme, da ngay wax tay ki jaay tiaf, ki jaay légumes, ki jaay jeun. Tay buñu tejé suñu yoon, tay ñi doon xey diñu indi seen produit diñu ko jaay. Tay mënatuñ fi ñew. Tay fu fekké né dañoo bëgg jël ben conteneur, fuñ doon def 10 minutes, ñu bëgg ñu def ko 50 minutes. Est-ce que lolu yoon la? Ban état lañ nek? Est-ce que ñun état de droit lañ nek? Les populations de ces villages dénoncent le silence des autorités et menacent de ne pas abandonner leur lutte. Mamadou Oumouka,
habite Bayar, un village situé dans la commune de Lompoul. Le ministre de l'Environnement et son collègue des Mines n'ont jamais mis les pieds chez nous les impactés. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas bouger d'un iota et laisser notre bétail dans la brousse. Le désert de Lompoul, autrefois symbole de beauté, perd progressivement son éclat en raison de l'exploitation du zircon. Les producteurs agricoles, les acteurs touristiques et d'autres personnes impactées interpellent une nouvelle fois les autorités publiques. Nafissatou Ndiaye, Lompoul, Radio Futur Média. Signaler justement que la gendarmerie de Kébémer a convoqué ce jeudi des habitants de Lompoul-sur-Mer, mais le motif n'a pas été mentionné sur la convocation. Le maire de la commune de Diokoul-Djaourine s'engage à déférer au nom de toutes les personnes convoquées. Nous y reviendrons bien sûr. Exploitation également d'une autre ressource, le premier puits de gaz que le Sénégal partage avec la Mauritanie, une étape cruciale pour notre pays qui doit prendre en compte certains risques liés au retour de Trump au pouvoir. Autre élément qu'il faut éclairer également, la rente financière devra se sentir dans les trois prochaines années. Seydou Nourouba a donné la parole sur la question à des experts. Ibnou Sougoufara est économiste de l'énergie. Il pense que le Sénégal va tenter de franchir une étape cruciale vers l'exploitation du premier puits de gaz avec la Mauritanie. Être un joueur dans le gaz aujourd'hui, c'est très important puisque toutes les innovations sur l'énergie tournent autour du gaz quasiment. Donc c'est une étape très cruciale et importante dans la vie de nos nations. Mais selon Ibnou Sougoufara, le retour de Trump au pouvoir va changer la donne et des risques ne sont pas à exclure. La donne a beaucoup changé. La venue de Trump aujourd'hui sur l'échiquier est quelque chose de très 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 important dans le gaz. Que les Américains aujourd'hui ils étaient à 18 trains. C'est en fait les plantes de gaz, là où fait le gaz. Donc ils étaient à 18 et ils peuvent aller jusqu'à 30. Et si les Américains font ça, ça va jouer un rôle très 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 important sur le plan économique. Ça peut pousser les prix du gaz en bas. Et donc c'est quelque chose qu'on doit tenir compte. Donc les risques qui sont devant, je parlerai des risques géostratégiques qui sont devant, sont extrêmement importants. Sur le plan économique, je pense qu'on doit être beaucoup plus innovant et réfléchir beaucoup, mettre les gens qui connaissent ces choses-là devant et essayer d'en tirer profit. Les risques inhérents à la production, et là, on doit beaucoup. La venue de Trump va changer les donnes. Et regardez par exemple sur la volatilité qui est beaucoup plus conduite par l'information. Aujourd'hui, on doit faire de l'analytique sur la volatilité puisque l'énergie, tout ce que les Américains font sur l'énergie est extrêmement important pour le reste du monde. Il y a toutefois lieu de faire comprendre au peuple que la rente financière, ce n'est pas pour demain. Demba Ndiaye, professeur, ingénieur chimiste en hydrocarbures, pétrole et gaz, sécurité, qualité, environnement. À l'avenir, d'ici 3 ans, 4 ans, le Sénégal pourra bénéficier. Il y a un problème de logistique, c'est-à-dire normalement on devait programmer ça. Vous comprenez. Pour le moment, actuellement, c'est comme le pétrole qu'on avait démarré, le pétrole brut qu'on a, n'est-ce pas, le pétrole là, c'est le même procédure. Dans un premier temps, il y a des études qu'on doit faire. Il faut rappeler que le projet lancé en 2020 a nécessité environ 5 milliards de dollars d'investissement. C'est un projet également qui vise une production de 100 000 barils par jour. La production pétrolière et de gaz au Sénégal sera destinée à l'exportation et à la consommation domestique. Seydou Nourouba, le mot n'est pas de trop. Ce désastre à Diogo, des tonnes et des tonnes de légumes qui pourrissent dans les périmètres maraîchers du fait de l'absence de chambres froides et d'unités de conservation. Assemblée générale des producteurs pour alerter et lancer un cri du cœur. Cheikh Anta Diop. Les producteurs de carottes, de choux, de pommes de terre et d'oignons se sont rencontrés au marché aux légumes de Diogo. Ils ont dialogué pour qu'ils soient en conformité avec les normes. Alain Ndiaye, producteur d'oignons. nga récolté sa toolu carotte fii def ko ay sac de 80 kilos ñu koy jaayee 8000 ci marché bi toujours coxeur bi nga yóbbul bagage moom mooy dogal prix ak nga dem di tuuri mais boo ñëwee saako 25 kilos. Ce sont les coxeurs qui fixent les prix, c'est inadmissible. Ils conditionnent les sacs de 80 kilos pour les revendre à 8000 francs. Et cette pratique doit cesser. Désormais, il nous faut des sacs de 25 kilos. C'est ce que nous imposons à tous les producteurs. moo tax ne ngay tuuri saako bi. Ces producteurs de Diogo ont abordé aussi des
des difficultés liées à l'évacuation et à la conservation de leurs produits. Des tonnes d'oignons, de choux, de pommes de terre pourrissent dans les périmètres maraîchers de Diogo. Ngagne Wade, porte-parole des maraîchers de Diogo. Je pense que nous pouvons qu'adhérer parce que ces pratiques portent un coup au développement de l'agriculture, mais il nous faut des unités de conservation, des chambres froides. C'est une vieille doléance ici dans la zone. Mooy zone Diogo bii lépp lu ñu fiy bay boo ñëwee fekk ko fi ba fi ngeen di jaar fépp amul benn chambre froide wala magasin boo xam ne bu stockage bu normal la yàgg naa ko jooy. Les états généraux de l'agriculture, c'est ce qu'exigent ces producteurs maraîchers de Diogo. Selon eux, l'agriculture va mal à Diogo et dans la zone des Niayes. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Midi 16 minutes. À travers une note adressée aux commissaires centraux urbains et spéciaux, la direction de la sécurité publique a pris la décision de retirer les ASP de la circulation. Mesure saluée par les citoyens qui soulignent que les agents de sécurité de proximité doivent plutôt être aux côtés des populations pour assurer leur sécurité. Reportage Oumou Kalsoumli. Antoine, automobiliste, gare sa voiture dans un petit parking tout près de l'avenue Blaise Diagne. Lui est bien au courant du retrait des ASP de la circulation. Selon lui, ces agents n'ont pas leur place dans la circulation. Non, je ne vois pas un problème au niveau de la circulation. Vu que vraiment, il y a un effectif au niveau de la police et de la gendarmerie. Donc, il n'y aura aucun problème. Vraiment, tout le monde sait qu'au niveau de la gendarmerie et de la police, il y avait des recrutements massifs. Donc, je ne vois pas que voilà dans les conséquences. Les policiers n'ont qu'à sortir et travailler. Abdou Sen abonde dans le même sens et pense que les autorités doivent miser sur la formation. Il faut former ces jeunes, c'est important de connaître les bonnes manières et de les appliquer une fois sur le terrain. Ces agents doivent être formés au lieu de les laisser errer dans la circulation. Ce jeune homme rencontré sur les allées du marché Sam estime que les agents de sécurité de proximité doivent simplement assurer la circulation des personnes, entendez par là les rondes de nuit. Les ASP ne doivent pas se comporter comme des policiers. On doit les orienter dans les quartiers, faire des patrouilles, assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour rappel, cette décision est motivée suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant un agent ASP remettant des documents à un conducteur en échange d'une somme d'argent. Oumou Kalsoumli, je vous l'annonçais en titre, les acteurs du processus de paix en Casamance qui se réjouissent de l'engagement du président de la République d'œuvrer pour une paix définitive dans le sud du pays. Toutefois, ils disent attendre de connaître le contenu du plan Diomaye président ou encore les orientations. Selon eux, paix et développement économique vont de pair. Ibrahim Amadjeme, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Que le président Bassirou Diomaye Faye ouvre son discours à la nation par un rappel de cet important aspect de la vie nationale nous semble être une très bonne chose. Maintenant, également, en tant qu'acteur du processus de paix, ayant contribué profondément à faire obtenir ce qui est devenu aujourd'hui cette paix tant chantée, cette paix dont tout le monde profite aujourd'hui, nous pensons que nous renouvelons notre disponibilité, en tout cas, à travailler dans ce sens, à accompagner toutes les mesures qui seront prises par les nouvelles autorités pour qu'on arrive justement à pacifier définitivement cette partie sud du pays. Condition sine qua non de toute action et de tout projet d'intégration régionale et sous-régionale. Parce que de la façon là, Casamance constitue à notre avis une région charnière avec les États voisins et que donc, avec une Casamance sans paix, il est difficile de pouvoir justement construire un futur solide avec les voisins. Maintenant, nous attendons également de voir ce que contient le plan en question, le plan qu'il projette pour la Casamance, parce qu'au-delà du retour des populations dans leur zone de départ, c'est-à-dire donc également du renforcement du processus de paix, on ne voit pas encore qu'est-ce qui est envisagé en termes de désenclavement, en termes de construction d'infrastructures capables de créer les emplois
pour que les jeunes restent sur place. Et puis lors de son adresse à la nation, le chef de l'État a annoncé des concertations sur l'enseignement supérieur. Nous avons donné la parole aux acteurs du secteur. Vous allez le voir, du public comme du public au privé, chacun pose déjà ses préoccupations sur la table. Koumba Sandiane Faye. Cela ne risque-t-il pas d'être des concertations? De plus, coordonnatrice du SAES Dakar pour Fatou Sekyoum, c'est toujours bien de dialoguer. Ça permet effectivement de voir l'état des lieux, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et peut-être de donner un nouvel élan, une nouvelle orientation pour l'enseignement supérieur. Et je pense que l'UCAD en a vraiment besoin. Le Bureau national se penche sur les besoins au niveau national, nonobstant les besoins de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont là. Au bout de 9 mois, il y a des retards dans le paiement des salaires. Il y a une nécessité d'augmenter les subventions des différents établissements, des facultés, écoles et instituts, dont la subvention de l'État est dérisoire. L'autre credo sur lequel la coordination SAES Campus de Dakar tient énormément, c'est le respect des franchises universitaires, des libertés académiques qui sont non négociables. Alors nous demandons aux autorités, la prochaine fois qu'ils vont choisir le PCA du conseil d'administration de l'UCAD. Il faut également que l'UCAD soit désengorgé. Les attentes du côté du privé sont aussi nombreuses. Les établissements privés peuvent bien être la solution pour ce qui est de la pléthore d'étudiants dans les universités publiques. Il y a aussi des problèmes liés à la fiscalité. Daour Diop est le porte-parole du cadre unitaire des organisations des établissements privés de l'enseignement supérieur. La reprise des orientations dans les établissements privés d'enseignement supérieur est une impérieuse nécessité. En termes de décentralisation de la carte universitaire, et ça permet de démocratiser même l'accès à l'enseignement supérieur à tous ceux qui souhaiteraient faire des études dans le domaine de l'enseignement supérieur. Des attentes par rapport à l'accès au foncier. 95% des établissements privés d'enseignement supérieur à Dakar ou dans les régions sont en location. De fiscalité sur la valeur ajoutée, la TVA doit être supprimée. Les concertations sont les bienvenues, certes, mais les précédentes qui ont été tenues ne sont toujours pas appliquées. Mais pour cette fois-ci, les acteurs pensent que c'est dans l'intérêt de tous d'appliquer les recommandations. Koumba Sandiane Faye, l'hydraulique rurale, justement, ça a toujours fait l'objet de contestations ou même de colère chez les populations. Mauvaise qualité de l'eau, cherté des factures, entre autres. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye, en charge du secteur, rassure et annonce des pistes de solutions. Vous l'entendrez dans le journal de 13h. Ce sera avec Eladje Ndiogou Diène, midi 22. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à tous. D'abord, cette information qui vient de tomber en Tunisie. La protection civile informe que 27 corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés hier mercredi au large des côtes tunisiennes. 83 autres ont été secourus après le naufrage de 2 bateaux qui tentaient de rallier l'Europe. Selon l'AFP, environ 110 personnes se trouvaient à bord de ces 2 embarcations de fortune. Information à suivre à Narocha. En République démocratique du Congo, au moins 12 personnes sont mortes dans de nouvelles attaques des rebelles ADF. C'est des rebelles des forces démocratiques alliées. Selon l'agence France Presse, les ADF ont attaqué 2 localités dans la nuit de mardi à mercredi dans le nord de la province du Nord Kivu. 21 personnes avaient déjà péri dans une série d'attaques survenues durant la semaine de Noël. Nafissa Toussila. Selon l'agence France Presse, au moins 12 personnes ont péri dans ces nouvelles attaques, des attaques perpétrées par les rebelles des forces démocratiques alliées, ADF, un groupe armé affilié au groupe État islamique. Cela s'est passé ce 1er janvier dans l'est de la République démocratique du Congo selon des sources locales. Durant la semaine de Noël, une série d'attaques avait fait 21 morts près de la cité minière de Mangouré-Djipa, dans le nord de la province du Nord Kivu. Les ADF avaient aussi attaqué 2 localités dans cette même région. Au moins 8 personnes ont été tuées dans le village de Bilendu, toujours dans le Nord Kivu. Ce chiffre a été confirmé par d'autres sources locales et un représentant du gouvernement provincial. Les ADF ont également tué au moins 4 personnes dans le village de Mangoya et incendié des maisons. Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais, majoritairement musulmans, ont tué des milliers de civils et ont multiplié les pillages et les meurtres dans le nord-est de la République démocratique du Congo, malgré le déploiement de l'armée ougandaise aux côtés des forces armées congolaises dans la zone.
Aux États-Unis, Anna, la piste terroriste se précise sur l'attaque à la voiture bélier. Le FBI enquête maintenant sur une probable attaque terroriste. La nuit du réveillon, un homme a délibérément foncé sur la foule avec un pick-up sur Bourbon Street dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Awambaye. Le véhicule a fauché des dizaines de passants et le bilan à ce stade est de 15 morts au moins et une trentaine de blessés. Le conducteur a essayé d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait, selon Anne Kirkpatrick, une chef de la police. L'assaillant, abattu par les policiers, a été rapidement identifié. Il s'agit d'un ancien militaire âgé de 42 ans. Il s'appelait Shamsuddin Jabbar et était âgé de 42 ans. Il s'était converti à l'islam et était inspiré, selon Euronews, par les djihadistes du groupe État islamique, dont un drapeau a été retrouvé par les enquêteurs à bord de son véhicule. Et selon le ministre de la Défense, Shamsuddin Jabbar avait terminé sa carrière dans l'armée américaine avec le grade de sergent-chef. Il avait même été déployé en Afghanistan de 2009 à 2010. Le FBI a aussi indiqué que 2 engins explosifs avaient été retrouvés dans la voiture de l'assaillant et aussi dans le quartier de Bourbon Street. Ce qu'il fait penser qu'il n'aurait pas agi seul et qu'il aurait agi avec de potentiels complices. Et on termine, Anna, le point sur la guerre au Proche-Orient. L'autorité palestinienne décide de suspendre Al Jazeera. Elle accuse la chaîne qatari de vouloir cacher la vérité sur les événements dans les territoires occupés. La chaîne dénonce de son côté une décision qui survient au moment où les journalistes palestiniens sont systématiquement pris pour cible et tués par les forces d'occupation israéliennes. La guerre se poursuit dans la bande de Gaza où le ministère de la Santé dresse ce matin un dernier bilan de 45 581 morts et plus de 108 000 blessés depuis le début de l'offensive israélienne dans l'enclave. Selon RFI, dans la journée d'hier, 28 corps et 59 blessés ont été acheminés dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue série de viols au Sénégal ces derniers mois, quelle est justement l'efficacité de la loi criminalisant le viol et la pédophilie? Comment vaincre le mal? Tentative de réponse avec nos 2 intervenants tout à l'heure. Nous serons avec Aminata Samb, membre de l'association des juristes sénégalaises chargée de projets de vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, et Mohamedou Sek, secrétaire général de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. RFM Sport. C'est parti pour le sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Du football pour commencer. Avec le Giraffe de Dakar qui a reçu l'interdiction d'avoir des supporters pour son premier match en Coupe de la Confédération africaine. Rencontre prévue dimanche prochain au stade Maître Abdoulaye Wade. Ce sera contre l'équipe de Orapa United du Botswana. Le Giraffe donc sanctionné suite aux incidents notés lors de la rencontre contre l'USM Alger à Abdoulaye Wade où il y avait eu des scènes de violence entre les 2 camps de supporters. Comment les supporters des Verts et Blancs de la Médina vont s'organiser pour porter leur équipe et pousser les Verts et Blancs à la victoire? Mohamed Sonko, dit Ziggy, responsable du comité supporter du Giraffe, a répondu à la question au micro de Sodekam. Oui, malheureusement, le Giraffe jouera ses 2 prochains matchs à domicile de Coupe CAF à huis clos. Ce sera les matchs du dimanche 5 janvier contre Europa United et celui du dimanche 12 janvier contre l'ASEC Mimosa. C'est une mesure qui ne nous enchante guère, nous, au niveau du comité national des supporters, parce qu'on avait l'habitude d'aller supporter notre équipe, d'aller pousser notre équipe avec ferveur, avec passion, mais aussi et surtout dans le fair play. Maintenant, à l'impossible, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu, on devra s'adapter. Depuis hier, on a commencé à venir en masse aux séances d'entraînement pour montrer aux joueurs que même si on ne peut pas venir dimanche, vous avez notre soutien et que bon, jouer comme d'habitude, mouiller le maillot et gagner, Inch'Allah, ces 2 matchs pour qu'on se replace et pour qu'on se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe CAF.
Pour cette Coupe CAF également, à noter que ASEC Mimosa va jouer contre l'équipe de l'USM Alger le même jour. Dimanche également, à noter que l'équipe de Sfax de Tunisie va jouer contre l'équipe de Simba de la Tanzanie. CS Constantino joue contre l'équipe de Bravos de l'Angola. Et dimanche, Al-Meissé va jouer contre l'équipe de Zamalek. C'est deux équipes égyptiennes qui vont s'affronter. Pour finir, Barthélémy, le football en Europe avec aujourd'hui la Supercoupe d'Italie avec l'Inter de Milan qui reçoit l'Atlanta de Bergame. Ce sera donc à 19h, ça c'est pour aujourd'hui, à 19h. Et dans les autres championnats également, à noter que l'équipe de Glasgow Rangers va jouer contre l'équipe de Celtic. Ça, on est loin de la France et de l'Europe. Et pour finir, Barthélémy, à noter que hier, en lutte avec frappe générale, Malika a battu sans tambour ni trompette Forza à l'arène nationale. Général Malika, lutteur champion d'Afrique, spécialiste de la lutte simple, qui a imposé sa technique et sa force physique aux Fassois. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. RFM reportage. Vous l'avez certainement entendu, le 31 décembre dernier, lors de son adresse à la nation, le chef de l'État, sur une logique de transparence et de bonne gouvernance, a annoncé une généralisation de la déclaration de patrimoine à tous les fonctionnaires de l'État. C'est bien aux yeux des Dakarois rencontrés, mais certains posent sur la table un préalable, à savoir la régularisation de certains agents. Un reportage a signé Ndeye Ndoumbe Diop. L'annonce de la généralisation de la déclaration de patrimoine pour les fonctionnaires est appréciée par ce jeune citoyen du nom de Moustapha Ba, rencontré à la rue 11 de la Médina. Un agent de l'État, c'est-à-dire une personne que l'administration a recrutée et qui entre dans le service de l'État, doit faire son déclaration de patrimoine pour qu'on estime ce qu'il a. Et après sa sortie, mais après sa retraite, on doit évaluer son bien pour voir ce qu'il y a là. Parce que tu vois, il y a des fonctionnaires qui entrent au niveau de l'administration qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de sous. Alioune Diakhaté, la quarantaine, est du même avis. C'est une bonne chose pour tout le monde, parce que ça intéresse tout fonctionnaire qui doit travailler sur le domaine public. Parce que tu dois déclarer ton patrimoine, tu vas faire ton déclaration de patrimoine général, parce que pour tout le monde sache ce que tu as avant d'entrer et ce que tu as avant de sortir. À quelques pas de lui, Thierno Faye estime n'y voir aucun inconvénient, mais il affirme qu'il y a des préalables. En premier lieu, il faudrait que tous les fonctionnaires soient sur la même longueur d'onde. Il faudrait d'abord régulariser le cas des non-fonctionnaires. Donc ensuite, faire appliquer la mesure. Donc pour moi, c'est une bonne mesure que tous les fonctionnaires ou bien toute personne qui occupe un poste de responsabilité dans ce pays puisse faire une déclaration de patrimoine. Je trouve ça tout à fait normal. Ces citoyens saluent la déclaration de patrimoine pour tous les fonctionnaires, mais ils soulignent que l'autre défi, c'est de voir l'effectivité de cette mesure. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi. Lecture commentaire Georges Déthié-Diop. Sordide découverte à Malika. Plusieurs journaux s'en font l'écho. Une fille de 12 ans, violée, tuée et abandonnée dans une salle de bain, rapporte les Échos. Son nom, Diarisso. L'observateur, qui confirme l'âge, parle d'une vie emportée par les actes abominables du prédateur sexuel de Malika. Selon l'Obs, Diarisso, qui avait subitement disparu dans la nuit du 31 décembre, a été retrouvée morte dans la salle de bain d'un voisin de sa famille. Son meurtrier, qui était en fuite, a été traqué puis arrêté par la police de Malika. Il a confessé ce crime odieux motivé par une tentative de viol commis avec violence extrême. Les Échos précisent que le présumé meurtrier est tombé à Ndoukara grâce au téléphone portable du chauffeur qui le transportait. Libération, qui traite du même sujet, rapporte que El Hadj Modoufal, qui est passé aux aveux, a tenté de violer Saoudou Ndiaye avant de la tuer face à la farouche résistance de la fillette de 12 ans. La jeune victime a été rouée de coups puis étranglée. L'observateur révèle que le présumé meurtrier est un émigré expulsé d'Europe. L'observateur, qui se fait par ailleurs l'écho du discours de Nouvel An du chef de l'État. Le confrère relève que lors de son adresse à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une série de mesures fortes parmi
parmi lesquels la généralisation de la déclaration de patrimoine pour tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi que pour toutes les fonctions électives ou nominatives impliquant une gestion budgétaire, quelle que soit son ampleur. Autre mesure, la rationalisation des partis politiques et le lancement de la plateforme Ligueyal Réo. Ce n'est pas tout. Le quotidien qui parle de vœux pieux de Diomaye cite 4 lois sur la transparence et la réactivation des appels à candidature. Du Dioubal, Diobanti, partout, note sur ça. Ainsi, Sud Quotidien affirme que Bassirou Diomaye Faye est sur tous les fronts alors qu'Enquête parle d'équation du président. Pour Le Soleil, Bassirou Diomaye Faye s'engage. Il s'engage sur la paix en Casamance, la bonne gouvernance, la sécurité, les réformes institutionnelles, entre autres. En tous les cas, pour Vox Populi, le président Diomaye a fait un discours de hauteur, fédérateur mais ferme. À ce propos, le politologue Serigne Thiam confie au journal qu'il s'est comporté comme le père de la nation. Seulement, Tribune note qu'il a été noyé par le premier ministre Ousmane Sonko qui a fait sa déclaration de politique générale quelques jours avant le discours à la nation du chef de l'État. La douane qui frappe fort. Sur ça, informe que pour l'année 2024, les réalisations en matière de lutte contre la fraude à fin novembre dépassent largement les réalisations effectuées sur toute l'année 2023. 1613 milliards en 2024 contre 1426 en 2023. Mon confrère indique que les soldats de l'économie ont rapporté 186 milliards de plus que l'année dernière. Selon Source A, les orientations du président Bassirou Diomaye Faye, du premier ministre Ousmane Sonko et du ministre des Finances ont été déterminantes dans cette performance que l'Obs évoque dans sa livraison du jour. Un record des liquidations douanières. 212 milliards de francs CFA en saisie de cocaïne, 11 milliards en faux billets et 67 en contentieux. À la une de l'As, il est question de la production du pétrole et du gaz. Le Sénégal et la Mauritanie, désormais producteurs de gaz. L'As informe que les ministres chargés de l'énergie des deux pays ont annoncé avec fierté l'ouverture officielle du premier puits du projet GTA. Le franchissement de cette étape importante marque un grand pas dans l'aboutissement du projet de production de gaz et consolide le partenariat entre la Mauritanie et le Sénégal, désormais destiné à jouer un rôle clé dans l'industrie énergétique régionale. Les sports pour boucler à la une de Record. Chérif, Nicolas et Ismaïla, un tempo à garder en 2025. Le journal souligne qu'en ce nouvel an, les objectifs des Lions vont différer d'un joueur à un autre. Si certains sont en quête de temps de jeu ou de confiance, d'autres ont comme souci de rester sur leur dynamique. C'est le cas de Chérif Ndiaye, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr. Ces 3 attaquants ont terminé 2024 sur une bonne note, espérant le meilleur en 2025. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons à la rubrique Point de vue, série de viols au Sénégal ces derniers mois. Quelle est l'efficacité de la loi criminalisant le viol et la pédophilie? Comment vaincre le mal? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Aminata Samb. Madame Samb, bonjour. Bonjour. Membre de l'association des juristes sénégalaises chargée de projet de vulgarisation de la loi criminalisant justement le viol et de la pédophilie. Notre deuxième intervenant, Mohamedou Seck. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Alors, Aminata Samb, d'abord, honneur aux dames. Aminata Samb, membre de l'AJS, l'association des juristes sénégalaises. Ces derniers mois, on parle de plus en plus de viols au Sénégal, une série de viols le plus souvent sur des mineurs et qui le plus souvent également se terminent par des meurtres. Est-ce que vous avez des statistiques, des chiffres et quelles sont les zones les plus affectées par ce phénomène? Madame Samb? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, effectivement, je vous entends très bien. Voilà, c'est bon. Je disais tout à l'heure que ces derniers mois, on parle de plus en plus de viols, souvent sur des mineurs, viols qui se terminent le plus souvent par des meurtres. Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, nous avons des chiffres qui sont relatés auprès de nos boutiques de droit, les boutiques de droit de l'AJS. Nous avons 9 boutiques de droit au Sénégal. Et on relate beaucoup de cas de viol. Donc, pour ce qui concerne la loi criminalisant le viol et la pédophilie, dont je suis la chargée du projet. Parmi les informations que vous avez reçues, quel est le chiffre exact? Vous en avez répertorié combien
Combien de cas? Pour le moment, pour les cas de viol, parce que nous avons des... Attends, s'il vous plaît, attendez, j'ai fermé la porte. D'accord. Pour les cas de viol, en 2020, oui. Par exemple, en 2020, ce qui nous a poussé à faire le projet sur la loi. Donc, puisque vous m'avez pas dit qu'on va donner les chiffres actuels, parce qu'on a une plateforme pour les chiffres sur les violences sexuelles et d'autres violences que nous répéterions dans nos boutiques de droit. Donc, en 2021, nous avons eu 263 cas enregistrés dans les 8 boutiques. Et c'est entre 11 ans et 20 ans. 11 ans, 20 ans. Pour les accusés qui ont été particulièrement touchés par ces violences sexuelles. D'accord. Mais aujourd'hui, comment vous expliquez un peu l'ampleur du phénomène? Voilà. La loi est là. Et chaque jour, il y a les médias qui parlent de ces violences. Et nous aussi, nous recevons ces victimes dans nos boutiques de droit. Et il y a aussi des cas qui sont restés sous silence. On n'en parle même pas. Il y a eu la recrudescence de ces violences qui a pris une ampleur très inquiétante au Sénégal. Justement. Depuis 2020, après même la vulgarisation de la loi, aujourd'hui on est en janvier 2025, bientôt l'anniversaire de cette loi, le 10 janvier 2025, parce qu'elle a été votée le 10 janvier 2020, et on continue toujours de nous dire que de voir ces cas qui persistent malgré l'existence de cette loi qui criminalise le viol. Alors, cela va bientôt faire 5 ans donc depuis que la loi a été adoptée. C'était en 2020, au mois de janvier. Nous sommes au mois de janvier 2025, bientôt donc 5 ans que cette loi a été adoptée. Mohamedou Seck, secrétaire général de la RADDHO, le viol était considéré au Sénégal comme un simple délit passible de 5 à 10 ans de prison. Mais avec la loi, les auteurs de ces crimes peuvent écoper d'une peine allant jusqu'à la perpétuité. Malgré tout, on constate que le viol aujourd'hui est devenu un phénomène très inquiétant dans notre société. Merci. En fait, la loi de 2005 portant la criminalisation de la pédophilie a entraîné des peines dissuasives qui sont prononcées dans la plupart des cas qui ont été présentés à la justice. Et malgré tout, le phénomène demeure. Je veux dire que le phénomène du viol et de la pédophilie est quotidiennement enregistré. Donc c'est un peu pour dire qu'il faille faire le procès de la loi. Est-ce que la loi a contribué à faire reculer le phénomène? Là, je dirais... Oui, parce que là, on constate, on a l'impression... Oui, parce que là, on a l'impression que la loi criminalisant le viol n'a pas servi à grand-chose. En fait, la loi, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle est révolutionnaire. La loi a permis de mieux protéger les filles et les femmes donc contre le viol. Mais il faut l'adjoindre à d'autres solutions pour avoir une efficacité de l'application de la loi. Comme quelle solution? Quelle solution, par exemple? Quelle solution adjoindre justement à la loi? On doit mettre beaucoup plus l'accent sur l'éducation sexuelle. Vous savez que l'éducation sexuelle dans notre pays constitue un tabou dans nos familles, dans nos communautés, mais également au niveau de l'espace scolaire. Donc des endroits où les filles et les femmes peuvent prendre des informations utiles sur leur sexualité pour mieux prendre en charge les questions liées aux violations des droits humains, tels que le viol, tels que la pédophilie. Mais également, il faut une approche intégrée entre le viol, la pédophilie, mais également d'autres pratiques donc, qui existent dans notre pays et qui sont vraiment néfastes donc, pour la protection des droits des filles et des femmes. Bon, là, j'indexe bien sûr les mariages d'enfants, j'indexe également
les mutilations génitales féminines. Autre chose également, il faut trouver le moyen de revaloriser la femme et les filles, qui sont souvent considérées beaucoup plus comme un objet sexuel qu'une femme ou une fille. Donc il y a un travail qui doit être fait sur les hommes, de faire à partir de l'idée que les filles sont des humains, comme eux. Donc on ne doit pas s'attarder sur leur façon de s'habiller, on ne doit pas s'attarder sur le plaidoyer qu'ils font. Ils font penser qu'il y a un consentement. Donc, l'éducation à ce niveau doit être renforcée. Vous savez, l'émergence des Badianougor était une solution au Sénégal, l'événement de Wad. Donc, pour mieux éduquer sexuellement les filles. Les filles. Il faut un engagement. Il faut donc, M. Seck, un engagement de la communauté. Je reviens à vous tout à l'heure. Madame Aminata Samb, M. Seck l'a souligné tout à l'heure, il faut mettre l'accent sur l'éducation sexuelle. Certains pensent que parmi les facteurs qui favorisent également le viol, il y a aussi ce surpeuplement au niveau des quartiers. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi le comportement de certaines jeunes filles, leur tenue dans la société des filles qui, par exemple, n'ont plus honte de ce regard-là à travers même leur tenue. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème? Je dirais pas que la tenue ou bien le comportement de la femme ou de la fille peut provoquer le viol. Voilà. Le dire, c'est projeter la culpabilité sur la victime. Comme disait tout à l'heure M. Seck, il y a un tabou sur la sexualité. Voilà. Et comme vous le dites tout à l'heure, il y a la promiscuité. Voilà, dans les quartiers. Mais aussi, surtout, ce qui favorise, c'est la méconnaissance peut-être de la loi, mais aussi l'absence de dénonciation. Et la culpabilisation de la victime. L'absence de dénonciation, et là, la responsabilité incombe aux communautés. Oui, effectivement. Parce qu'il y a le signalement qui existe. Il faut que les gens osent dénoncer des cas pour qu'on puisse aider d'autres victimes à ne pas être victimes, si je peux m'exprimer ainsi. L'absence de culture de dénonciation favorise. C'est un facteur favorisant de ces cas de viol et de pédophilie et de violence basée sur le genre en général. D'accord. Voilà, mais pas la tenue de la femme, ni son attitude, ni le fait qu'elle passe voir son ami. Tout ça, ce ne sont pas des facteurs favorisants. Mais aujourd'hui, pour l'application de la loi, il faut peut-être engager un plaidoyer aux côtés des autorités, c'est ça? Surtout vous, en tant qu'association des juristes sénégalaises, à travers vos boutiques. Voilà. L'association des juristes sénégalaises est dans ce combat et continuera dans ce combat pour qu'enfin ce fléau puisse être éradiqué dans notre société. D'accord. Donc, nous mobilisons toutes les communautés, que ce soit de la Badianougor, les imams, les jeunes dans les quartiers, on passe dans les écoles, on fait des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de formation. Donc, nous voulons que chacun, à son niveau, crée une synergie contre ces violences sexuelles. Donc, voilà. D'accord. Donc, ce sont les engagements nationaux et internationaux à faveur des victimes qui peuvent mettre fin à ce phénomène qui gangrène la société. La loi est là. On est en train de faire une sensibilisation sur cette loi depuis 2023. On est à 12 ans de cette vulgarisation. Bon, peut-être dans quelques régions du Sénégal, mais Dakar en fait partie. On a eu à faire même un forum là-bas, un forum à Malika où s'est passé actuellement un cas de viol pour sensibiliser la population. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci Aminata Samb, membre de l'association des juristes sénégalaises. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Mohamedou Seck, je termine avec vous en tant que droit de l'homiste. On sait que la criminalisation du viol était une demande des associations de défense justement des droits des femmes à la suite d'une série d'agressions sexuelles enregistrées sur des femmes. Vous, en tant que droit de l'homiste, est-ce que vous travaillez ensemble avec des structures qui luttent
lutte contre le viol, je veux nommer la JS, ne serait-ce que pour engager ensemble le plaidoyer auprès des communautés, mais également auprès de l'État, pour une application stricte de cette loi criminalisant le viol et la pédophilie? La JS est une partenaire de l'ARADO, mon organisation. Mais on doit dire que, en fait, on doit renforcer la communication. À elle seule ne saurait suffire. Ouais. Par exemple, il faut interroger un phénomène, c'est-à-dire amener les filles à faire le discernement entre les fictions sexuelles entretenues par certaines séries télévisées, telles que Novella, et la réalité sexuelle. Donc ils sont la proie de ces séries, alors que dans les familles, les communautés, dans l'espace scolaire, donc il n'y a pas une éducation à la sexualité qui leur permette de mieux assurer leur propre protection. Ouais. Donc face à ces phénomènes de viol ou de pédophilie. De pédophilie. La loi, elle est là, elle est bonne et on a fait une bonne application. Maintenant, il faut interroger d'autres facteurs, notamment la culture du viol au Sénégal. Il faut interroger d'autres facteurs qui nous permettent de mieux comprendre l'origine du viol, qu'est-ce qui pousse à... Les véritables causes. Les véritables causes, il faut les interroger. D'accord. Bon, moi, je pense qu'à ce niveau, il y a du travail à faire dans les associations de femmes, mais également tout simplement les associations de défense des droits de l'homme. En tout cas, il y a plusieurs structures, qui luttent contre le viol. Mohamedou Seck, merci. Merci. On vous retrouve également dans le 13h. Mohamedou Seck, secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO. Merci également à Aminata Sambo, membre de l'association des juristes sénégalais chargée de projet de vulgarisation de la loi criminalisant plutôt le viol et la pédophilie. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h, dans moins de 9 minutes, qui vous sera présenté donc par Ella Djindio Goudjen. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi, présenté par Barthélémy Gomis en onde Aliouba, chef d'édition Awambaï. Merci. L'info revient dans moins de 9 minutes.